Comme beaucoup d'autres cantons du comté de Brome-Missisquoi, celui de Potton tire son nom d'une ville d'Angleterre. Avec ses 100 000 carrés, le canton de Potton comprend les hameaux de Highwater, Duncan, Vale Perkins, Leadville et Knowlton's Landing. Il est borné au nord par le canton de Bolton, à l'est par le lac Memphremagog, au sud par la frontière du Vermont et à l'ouest par le canton de Sutton. Le nom du lac Memphremagog est d'origine amérindienne et signifie « grande étendue d'eau ». Ce plan d'eau d'une longueur de 46 km et demi avec une profondeur de 117 mètres fut autrefois une importante voie de communication nord-sud utilisée par les Amérindiens et les pionniers. Les Amérindiens croyaient à la présence d'un monstre vivant dans le lac. Aujourd'hui, ceux qui croient au monstre l'appellent Memphré. Le nom du mont Halshead représente probablement la légende la mieux connue dans Potton. On dit que ce nom vient d'un chef amérindien appelé Hibou et que le mont Halshead ressemble à sa tête surplombant la vallée de la rivière Missisquoi. Jusqu'à aujourd'hui, le mont Halshead a gardé un certain mysticisme. En 1857, la première loge maçonnique en plein air au monde s'installe sur le sommet de Halshead surplombant le lac Memphremagog. Depuis 1857, les francs-maçons tiennent leur réunion annuelle d'initiation au sommet de la montagne lors du solstice d'été. Dans le village de Mansonville, on retrouve une loge maçonnique. Le canton de Potton recèle un riche patrimoine architectural. Églises de confessions diverses, granges rondes, ponts couverts témoignent de son passé. Jusqu'à récemment, il y avait quelques granges rondes dans la région de Mansonville. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une seule, située au centre du village, près de l'église catholique. Elle fut construite aux environs de 1910. Les Shakers, secte religieuse qui venait des États-Unis, ont développé l'idée de la structure des granges rondes. Pour eux, le cercle représentait la plus parfaite des formes. On raconte que les Shakers avaient peur des démons et qu'en construisant des granges rondes, ils étaient certains que les démons ne pourraient pas se cacher dans les coins. Dans une région sillonnée par des rivières, les ponts sont une nécessité pour le transport et les visites. À une certaine époque, on construisit des ponts en bois, intelligemment couverts d'un toit pour protéger la charpente et le plancher. Potton a connu quelques ponts couverts sur la rivière Missisquoi. Il n'en reste qu'un au Mud Creek. Ce qui faisait la fierté d'un village ou d'une municipalité par le soin qu'on en prenait, ce qui devenait par temps pluvieux une belle cour de récréation, ce qui pouvait être un tunnel discret pour les amoureux, est devenu une antiquité.
Les descendants des premiers pionniers sont encore dans le canton. Les Manson, Perkins, Marcoux, Saint-Onge, Oliver, Giroux, Côté et bien d'autres. Ils contribuent tous à leur manière au développement du canton tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vale Perkins demeure l'un des premiers sites à être habités par les Euro-Américains pendant la dernière décennie du 18e siècle. So the family had this grant of land. It was, I believe, between Owl's Head. La famille avait une concession de terrain entre le mont Owl's Head et le mont Sugarloaf, ou le mont Éléphant, comme nous l'appelons aujourd'hui. C'était Peter Perkins. Quelques membres de sa famille sont demeurés ici. Samuel Perkins, my ancestor, came out here, had this grant, and he got it, I think, in 1792. He spent most of his life here farming. Samuel Perkins, mon ancêtre, obtint une concession en 1792. Il passa toute sa vie ici à cultiver. C'était une bonne ferme. Mon père fut élevé sur la ferme ici. Moi, j'ai très peu cultivé. Mon père, qui se disait un fermier pratique, vendit son bétail. Ma mère transforma la place en maison de pension. Ce n'était pas une si bonne affaire. Et j'ai finalement réalisé que je devais faire quelque chose pour survivre. J'ai demandé un permis et j'ai opéré un bar pendant 20 ans. J'ai réalisé que je ne pourrais pas me rendre à ma retraite. Je recevais déjà une assurance sociale des États-Unis et ma pension de vieillesse ici, mais ce n'était pas suffisant pour faire fonctionner l'endroit. Un jour, Doris, mon épouse, me fit du pain. Je lui ai dit, c'est fameux. Alors j'ai apporté quelques pains au magasin local et ils m'ont dit, emportez-en d'autres. C'est comme ça que ça a commencé. They could come out and do one, so Wayne Rostad on the road again came and they spent 3 days. CBC nous a demandé s'il pouvait venir tourner une émission. Wayne Ronstad a passé 3 jours ici à réaliser une vidéo. L'émission a été vue à travers le Canada. Il y a eu des gens qui, s'en allant à Terre-Neuve, faisaient un détour de 100 000 pour venir voir cette fameuse boulangerie. Nous avons eu une excellente publicité. Le canton de Potton recèle dans ses hameaux de nombreuses curiosités. Parmi celles-ci, on retrouve les pétroglyphes. D'après un rapport sur le potentiel archéologique du site Jones de Vale Perkins, certains pétroglyphes représenteraient de l'ogam irlandais du 6e ou 7e siècle. L'ogam fait partie d'un grand ensemble de variations d'un même alphabet que l'on inscrivait sur la pierre. À la lumière des récentes découvertes sur les anciennes colonisations entreprises par les Basques et les Vikings en Amérique, il est difficile d'échapper à de fascinantes spéculations sur l'origine des pétroglyphes qu'on retrouve dans le canton de Potton. Les Autochtones avaient-ils un système d'écriture semblable à l'ogam? Il y a aussi des pétroglyphes, et c'est peut-être ça qui a amené bien des gens à se poser des questions sur l'origine ou la présence d'une civilisation autochtone, mais de contexte culturel inconnu. C'est la présence de pétroglyphes, c'est-à-dire d'inscriptions diverses sur la pierre. Et non pas des graffitis là, anonymes ou des marques là, sans conséquence, mais plutôt des marques qui témoignent d'un système organisé d'écriture, qui témoignent d'une civilisation relativement avancée. Ces pétroglyphes sont difficiles à identifier parce qu'ils correspondent à une culture inconnue. Donc, c'est difficile de faire la relation entre ce qui est écrit et les symboles qu'on retrouve gravés dans la pierre. Au pied du mont Owl's Head se trouve la fameuse roche indienne de Potton. Cette pierre située le long d'un ruisseau est couverte de pétroglyphes que personne n'a jamais pu déchiffrer. Qui les a écrits? Les pionniers anglais? Les Amérindiens? Les Celtes? Personne ne le sait, mais la légende dit qu'une bande d'Abénaquis est passée par là pour aller attaquer un fort anglais sur le lac Champlain. Ils se seraient arrêtés à Vale Perkins et ils auraient écrit leur aventure pour les générations futures. Fait intéressant, on retrouve en Europe des caractères gravés sur pierre qui ressemblent de très près à ceux du site Jones à Vale Perkins.
Une particularité importante du canton de Potton est la présence de cairns. Un cairn est un monticule de pierre construit comme un monument. En examinant de près ces monticules de pierre, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'amas d'épiairage, mais bien de monuments intentionnellement construits il y a très longtemps. Qui les a construits et pourquoi? Les recherches se poursuivent dans la région et on a mis à jour des cairns, parfois loin dans la forêt. Parce que les monticules de pierre, c'est une tradition mondiale. On en retrouve beaucoup ici au Québec, par exemple, dans les cantons de l'Est, ailleurs au Québec, en Nouvelle-Angleterre, en Ontario et partout dans le monde. Alors, ce qu'on regarde, c'est que les pierres ont été choisies et placées d'une façon organisée pour en faire ce qu'on appelle de la maçonnerie sèche. C'est-à-dire, il n'y a pas de mortier, mais vous avez une maçonnerie qui est très stable et qui est due, par exemple, à la position des blocs de pierre sur un plan incliné vers l'intérieur. Et une des caractéristiques de ces monticules de pierre-là, c'est d'avoir un bloc de quartz dessus. Bon, le quartz a une propriété géologique particulière qu'on appelle un piézoélectrique. Est-ce que les gens qui ont construit ça étaient au courant de cette propriété-là? Je l'ignore, mais du moins, c'est une belle pierre cristalline. Alors, on a fait un démontage systématique de ces monticules-là et on a fait après une fouille du sol en dessous du monument. On a retrouvé du charbon de bois qui avait été déposé. On peut l'avancer d'une façon catégorique. Oui, il s'agit d'un résidu d'un feu qui a eu lieu ailleurs, qui a été déposé. Et avec le charbon de bois, on peut avoir une date au radiocarbone. Dans un cas, on a une date de 1800 années avant aujourd'hui, et l'autre à côté, de 1470 années avant aujourd'hui, plus ou moins 50 ou 60. Donc, on a deux dates fiables qui nous indiquent qu'il y a eu une intervention humaine de gens qui construisaient des monticules de pierre entre 1500 et 2000 ans avant aujourd'hui. Et on retrouve aussi d'autres vestiges d'activité humaine. Un peu plus loin dans la forêt, là, il y a une fondation d'habitation. Il y a aussi des murets de pierre le long du chemin qui nous amène au site. On retrouve aussi d'autres ouvrages de pierre inexpliqués dans le ruisseau là, qui coule juste à travers le site. Alors, il y a des monticules de pierre, il y a des fondations de pierre, des murets de pierre, des sites archéoastronomiques, c'est-à-dire des endroits où des pierres ont été placées, orientées de façon à nous indiquer, à prévoir l'emplacement ou la position du soleil au lever, au coucher du soleil, des dates stratégiques, par exemple, comme aux équinoxes, aux solstices. Tout ça ensemble nous suggère qu'il s'agit de monuments de pierre construits par des Autochtones, c'est-à-dire les premiers habitants de ce secteur de la province de Québec, bien avant l'arrivée des premiers colons, de 1850 ou aux environs. Les cimetières font partie du patrimoine. Ils recèlent les informations d'une grande richesse. Il est intéressant d'y retracer des ancêtres. Si une liste complète donne le nom et le lieu des sépultures locales, il demeure toutefois bon nombre de tombes inconnues, car souvent les colons enterraient leurs morts en arrière de la maison quand les chemins étaient trop mauvais pour se rendre au cimetière. En parcourant les cimetières, on se rend compte comment la vie des premiers colons était pénible. Pauvreté, misère, maladie ont fait augmenter le taux de mortalité chez les enfants et les jeunes adultes. C'était l'époque où toutes les énergies étaient mises à contribution pour défricher et survivre.
En plus des cairns et des pétroglyphes, un autre type de vestige intrigue les résidents depuis longtemps. Les fondations d'un très ancien moulin sur le site Jones. Aussi loin que la tradition orale nous permet de remonter, personne ne peut en expliquer l'origine. On est tous d'accord que c'était un moulin, parce qu'en arrière, en haut, là-bas, dans la forêt, il y a un barrage. Donc, avec un barrage, avec un moulin, c'est normal. On a aussi une sortie d'eau sur le côté, une ouverture sur le côté. Et que c'est probablement que ça aurait été un moulin avec une roue horizontale. Et ce qui est intéressant, c'est que le seul modèle d'un moulin semblable qui a été trouvé dans la littérature, c'est en l'île de Corse. Il y a aussi, à côté, ici en bas, de grosses pierres là, qui semblent avoir été placées intentionnellement, qui auraient pu servir à la construction du moulin. Donc, le moulin semble avoir été abandonné avant que la construction ait été terminée. Vous avez des outils qui viennent de la collection de la fouille. Alors ici, on a un ciseau à proie. Puis ici, on a une tige de métal qui pouvait servir à enfoncer des coins dans la pierre. Parce que là, on a un travail de maçonnerie, mais avec des pierres de taille gigantesque. Par le volume, on a estimé qu'elle faisait 3,5 tonnes. Donc, on a eu des gens qui pouvaient manipuler des pierres de cette taille-là dans un milieu relativement difficile, un ravin, dans un ruisseau. Qui a pu construire un moulin avec des moyens de technique qui n'existaient peut-être même pas vers les années 1850, date où certains pensent que le moulin a été construit. On a découvert au pied du mur extérieur, dans ce qu'on appelle la tranchée de construction, il y avait un dépôt de charbon de bois. Or, le charbon de bois a été recueilli plus tard et a été analysé à un laboratoire de l'Université de Toronto et nous donne une date d'environ 1500 AD. C'est-à-dire que le moulin, ou cette construction, était présente, était déjà érigée en 1500, c'est-à-dire au moins 300 ans avant l'arrivée des premiers colons. Il y a une autre pièce de bois usinée qui a été trouvée à l'intérieur de la fondation, un morceau de bois de pruche coupé et qui lui a été daté il y a environ 250 ans. Fait qu'on a déjà deux artefacts qui nous suggèrent que le moulin était bien ici, comme nous dit la tradition orale, était bien ici avant l'arrivée des premiers colons. Il s'agit probablement d'une structure d'origine autochtone, c'est-à-dire que des gens qui vivaient ici, mais d'une culture inconnue, mais une culture qui avait une technologie très avancée pour pouvoir faire ce travail. La présence d'un fort courant sur la rivière Missisquoi à la hauteur de l'emplacement de Mansonville incite les premiers habitants à y construire plusieurs moulins, dont il reste encore aujourd'hui un exemplaire. On attribue à Joseph Chandler, un des premiers pionniers de Mansonville, la construction du premier moulin dès 1803, soit un moulin à scie. En 1811, Robert Manson en fait un moulin à grains. En 1829, James Manson en fait un moulin à cardé. Pendant ce temps, Robert Manson construit d'autres moulins dans le même secteur de la rivière. Une carte de 1864 désigne l'emplacement de 3 moulins. Au début des années 1820, les frères Manson, Robert, William et James participent à l'expansion du village. Dès le début, l'essentiel de l'activité économique de Mansonville est concentré autour de la place Manson. Aujourd'hui, le village de Mansonville, chef-lieu de la municipalité du canton de Potton,
comprend un bon nombre d'établissements commerciaux et de services s'adressant à toute la population du canton. Des règlements municipaux ont été adoptés pour assurer au village la vocation de noyau économique de toute la collectivité et pour conserver le caractère rural du canton de Potton. Dans un environnement exceptionnel comme celui du canton de Potton, la population a façonné un paysage et a laissé tout un héritage de bâtiments, de traditions et de culture. L'écologie du paysage et des gens qui y ont vécu ont bâti un patrimoine vivant.